Ben, je vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à ce webinaire. Merci d'être avec nous si nombreux. Donc, comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, on parle de gestion de risque. Le titre de notre webinaire, c'est As-tu checké ton angle mort? La gestion des risques en OSBL, OBNL. Je m'appelle Julie, du Centre d'excellence en gouvernance organisationnelle, employée chez Discutus. Ceux et celles qui me connaissent savaient déjà cela. Je profite un tout petit moment de saluer nos partenaires dans l'offre de ces formations gratuites, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui nous appuie dans la livraison de ces formations qu'on vous offre. Et bien sûr, as-tu checké ton angle mort? On ne pourrait pas parler de gestion de risque au Centre pour l'excellence en gouvernance organisationnelle sans notre expert en la matière. Donc, je vous présente Jerry Morin, qui va vous animer la plupart du webinaire de ce soir. Hein, pour une fois, Julie va être silencieuse pour la plupart du webinaire. Quelle surprise! Mais dans les mains très capables de notre expert en gestion de risque, Jerry Morin, on va naviguer ensemble dans notre contenu. Donc, je m'assure que toutes mes checkbox sont cochées, l'enregistrement est démarré, le chat est activé, on y va. Je vais continuer de partager mon écran, Jerry, puis tu me guides dans ma navigation. Très bien, On fait une pause, on passe à la prochaine. C'est bien beau. Oui. très bien. Ben, on fait comme ça. Jerry, la parole est à toi. Merci beaucoup, Julie. Bonsoir tout le monde. On a une belle grande gang ce soir. Je suis pas mal excité de ça, un gros groupe. Fait que oui, la gestion de risque, puis dans la session anglophone qu'on a faite plus tôt aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui disait The Dark Side. Je pense pas que c'est si pire que ça, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus, je pense, un sujet dans les discussions, surtout que les bailleurs de fonds de plus en plus, que les organismes gouvernementaux euh, qui commanditent vos organisations demandent de plus en plus un programme formel de gestion de risque. Euh, Moi, mon background, c'est dans le bancaire, dans les caisses, puis ça fait 20 ans qu'on a débuté ça, fait que c'est du rendu normal, ça devient de plus en plus une discussion, puis je suis bien heureux d'être ici ce soir pour essayer de vous en donner un petit goût. On va faire ça dans une heure, puis l'approche, c'est on va toucher pendant la première section, j'appelle ça un peu plus la théorie, passer à travers les différentes étapes, les différentes grandes étapes, essayer de l'expliquer, mais on va essayer de rester le plus pratico-pratique possible. Puis la prochaine section après ça, on va vous faire part des scénarios qu'on a avec Discutus, puis avec nos échanges. On a déterminé qu'ils étaient probablement les plus grands angles morts pour les OBNL, OSBL, OBNL, euh, qui s'appliquent probablement à vous. Fait que de vraiment être, être approprié pour la discussion. Puis ensuite, on va faire un petit exercice là, pratique avec un exemple qui devrait aider à mettre ça un peu plus de tangible dans ce qu'on va avoir couvert à ce moment-là. Fait que la première page, qu'est-ce que la gestion de risque? On ne peut pas parler de gestion de risque sans essayer de définir c'est quoi un risque. Parce que les gens parlent de risque, mais c'est vraiment des menaces, des contraintes qui peuvent vous empêcher là, d'atteindre vos objectifs, de réaliser ce que vous voulez réaliser comme organisation. Fait que tout ce qui peut être une embûche, c'est un risque. Fait que si la gestion de risque, donc, c'est vraiment d'essayer de gérer ça pour amener les risques que vous avez identifiés à un niveau qui est plus acceptable. Parce qu'il n'y a pas trop de quantification là-dedans. C'est du intangible des risques. C'est vraiment qu'est-ce qui va vous permettre de recommencer à dormir le soir. Vraiment avoir la tranquillité d'esprit. Fait que c'est vraiment ça le but de la gestion du risque. Fait qu'on identifie les risques, on les évalue, on les priorise, puis après ça, on identifie des mesures d'atténuation, des plans pour essayer de les gérer puis les diminuer au niveau qu'on veut. Puis ensuite, il y a un suivi, puis le cycle continue là, avec le monitorage, puis on réévalue. Fait que c'est vraiment ça, le cycle de gestion de risque. C'est de le mettre sur papier, de le mettre vraiment dans un document qui peut être regardé, évalué, puis en bout de ligne, approuvé par votre CA. Puis de même, le CA peut montrer que c'est une évidence
de diligence raisonnable qui ont besoin selon leur rôle, vraiment. Puis aussi permettre à l'organisation de continuer à opérer normalement, puis avoir de moins en moins d'embûches dans le chemin, puis pouvoir continuer à opérer de façon fructueuse. Puis les OSBL, OBNL, il y a différents risques, il y a des grandes catégories, que ce soit juridique, la conformité avec les lois, que ce soit financier, pas faire trop de déficit, pas perdre de l'argent, pas avoir de surprises financières, opérationnel au jour le jour, que ce soit vos systèmes informatiques ou la livraison de vos services. Et le dernier, non le moins, on va en toucher, vous toucher beaucoup ce soir, le réputationnel. Parce que la réputation, c'est toute la question de confiance que les gens ont envers votre organisation, donc fondamentale à votre survie. Fait que c'est un peu ça la gestion des risques. Fait que les grandes étapes, là, on va s'attendre un petit peu plus sur les 4 grandes étapes de la gestion de risque. Puis la première, c'est vraiment souvent la plus difficile de mettre sur papier, c'est identifier les risques. Puis je reviens à qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir. C'est vraiment un exercice comme ça qu'on fait parce qu'il n'y a rien de. Souvent, il y a beaucoup de ART, ART dans cet exercice-là. C'est vraiment d'identifier ce qui peut être des risques. Sauf qu'on a des outils parce on a des outils qui permettent de lister tous les exemples de risques. Puis à même ça, là, on identifie ceux qui s'appliquent à notre organisation, puis on découle de là. Mais des exemples qu'on veut lister, là, juste, c'est une courte liste, mais qui s'appliquent au BNL, au BNL, au SBL. En premier, la gouvernance, ce qui touche au CA, parce que le CA, évidemment, dans son rôle de gouvernance, dans son rôle fiduciaire, a un rôle et a des responsabilités légales à travers ça. Fait que c'est vraiment, s'il y a, il peut y avoir des risques s'il y a vraiment une la diversité au CA fait qu'il y a pas d'alignement. S'il n'y a pas d'alignement à ce niveau-là, ben, la direction qui est donnée à l'équipe de gestion est pas claire. Ça peut découler à beaucoup de problèmes dans les opérations. Mais ça peut être aussi la conformité au règlement interne, les bylaws qui ont été adoptés. Le conseil doit suivre ça. Fait que s'ils dévient puis ils ne suivent pas, ben, ils peuvent mettre l'organisation dans le trouble parce que c'est vraiment ça qui a été adopté selon les membres originalement. Puis il y a aussi les obligations fiduciaires, là, parce que le CA doit penser pas à eux comme individus, mais au bien de l'organisation. Fait que ça, c'est très important aussi. Fait que tout ce qui est le rôle du CA là, peut dévier puis pourrait causer des risques et des problèmes à l'organisation. Fait que la gouvernance en premier lieu. Ensuite, les risques financiers, évidemment, parce que c'est souvent ceux-là qu'on pense en premier, mais ça part des risques de fraude, potentiellement, jusqu'à un manque de contrôle interne dans les procédures financières et comptables, et la conformité aux subventions, parce que les termes, les conditions de vos bailleurs de fonds, de vos commanditaires qui imposent certains critères, certaines conditions. S'ils sont manqués, vous pouvez perdre vos subventions. Vous pouvez ou créer des problèmes encore là avec vos bailleurs de fonds. Donc ça, c'est le côté des finances. Les risques juridiques, l'autre catégorie, toutes les lois que vous devez suivre, que ce soit dans votre secteur spécifique comme organisme à but non lucratif ou pour tout le monde, les règlements fiscaux ou la loi de l'emploi. C'est quelques exemples, mais toutes les lois que vous devez suivre puis être conforme, ça, il y a des risques là-dedans parce que si vous ne suivez pas, vous ne voulez pas être avec des problèmes avec les autorités gouvernementales ou les. Ouais, c'est ça, avec, du côté légal. Des risques opérationnels dans vos services au jour le jour. Si vous avez des échecs ou la qualité dans la prestation de vos services laisse à désirer, vous ne livrez pas la promesse que vous avez sur votre site web, la confiance de vos clients en prend un coup. C'est un risque pour vos opérations. Ça peut être la perturbation des programmes avec des événements externes qui viennent puis qui affectent votre habilité de livrer. Vous avez des difficultés à recruter du personnel. On le voit trop souvent de nos jours, avec les ressources étant limitées. Si on manque de personnel, on a de la misère à livrer nos services. Puis, évidemment, le côté des systèmes informatiques, la sécurité informatique, qui est un risque opérationnel. Puis le dernier, non le moindre, encore là, risque de réputation. Ça peut être des incidents spécifiques qui mènent à un risque de réputation, mais ça peut aussi découler des autres risques qu'on vient
de lister parce que ce soit un risque de gouvernance, puis ça peut frapper les journaux, puis finir en risque de réputation si le public en est au courant ou si les bailleurs de fonds sont au courant. Ça peut être une crise de relations publiques, ça peut être une perte de confiance des donateurs ou des bénéficiaires, vos clients. Ça peut être un comportement indésirable de votre personnel ou même des bénévoles qui sont associés à votre organisation. Donc, par défaut, ils agissent pour votre organisation. Puis, si, encore là, si ça frappe les journaux, c'est l'organisation qui en prend un coup côté réputationnel. Donc, encore là, des exemples, quelques exemples, mais des choses à penser lorsqu'on identifie les risques. La deuxième grande étape, on essaie d'évaluer ces risques-là. Puis il y a des standards, des méthodes, parce qu'on ne peut pas quantifier tous ces risques-là, parce qu'il y a des risques non financiers. On ne peut pas toujours mettre des dollars. Mais il y a une façon de les évaluer, par exemple. Puis la méthode, c'est d'utiliser un genre de graphique avec deux axes. Une qui est la probabilité que cet événement-là, ce risque-là va se matérialiser, puis l'autre, c'est l'impact de ce risque-là. S'il se matérialise, comment de dommages qu'on peut avoir, des pertes financières ou autres. Fait que la probabilité, c'est vraiment euh, on utilise une échelle qui peut être qualitative de faible probabilité à moyenne probabilité à une probabilité très élevée que ce risque-là va nous arriver. Puis dans l'autre axe, qui est l'impact, qui peut partir d'un impact minime jusqu'à un impact catastrophique pour l'organisation. Fait que c'est vraiment le jugement et les connaissances que vous avez dans votre organisation qui permettent d'évaluer puis où sur l'échelle ce risque-là se trouve d'après ce que vous avez vécu avec l'organisation, d'après ce que vous connaissez. Avec ça, ça nous aide à prioriser les risques. Un coup, tous les risques sont identifiés, puis on les a mis sur ces échelles-là. Ça nous donne la sévérité de chaque risque, ça nous aide à les prioriser. Fait que la prochaine diapo, c'est le résultat de cette étape-là. Un diagramme avec à votre gauche la gravité ou l'impact, puis au bas de l'échelle, c'est la probabilité. Puis l'intersection de ces deux-là, lorsque vous avez évalué le risque, soit qui est mineur en gravité ou importante en gravité, puis ensuite sur l'autre axe, la probabilité, l'intersection vous donne un chiffre ou un point sur cette heat map-là, cette carte de risque-là, pour dire est-ce que c'est un risque qui est acceptable, qui est dans le bas, en bas à gauche, ou est-ce que c'est un risque qui n'est pas acceptable, qui est trop élevé en haut à votre droite. Puis la couleur est importante parce que ça nous aide vraiment visuellement à voir où est-ce que tous les risques se trouvent, puis nous aide à les prioriser. Parce que comme organisme, vous le savez autant que moi, vous le vivez à tous les jours, les ressources limitées. On n'a pas de l'argent à tout casser. On n'a pas des ressources humaines, du personnel à se tourner les pouces. Par où qu'on commence? C'est avec cette priorisation-là. On commence par les rouges si on veut adresser puis gérer les risques. C'est justement ça, à la prochaine étape. Là, on tombe dans mitiger ces risques-là. On les a priorisés, on commence en haut de l'échelle, on détermine vraiment les activités, les solutions, les plans d'action qui peuvent nous aider à réduire ces risques-là à un niveau encore là acceptable. On ne peut pas les éliminer, les risques. Si on les élimine, il faut se poser la question, est-ce qu'on a trop mis d'efforts? Parce qu'on peut vivre avec un minimum de risque. Vous opérez avec un minimum de risque dans vos organisations. Ces deux-là, on les réduit à un niveau acceptable pour l'organisation. Entre l'équipe de gestion et le CA, on détermine c'est quoi les niveaux, jusqu'à où est-ce qu'on veut vraiment prendre des actions. Oui, Julie. C'est super important ce que Jerry te soulève ici au niveau de on ne peut pas opérer sans risque. Il y a toujours un risque d'être en affaires, par exemple. Puis l'exemple le plus banal et simple que je peux vous donner, c'est moi, c'est sûr, après le webinaire, je saute dans ma voiture, je m'en vais chercher ma fille à la danse. Ben, il y a un risque que je fasse un accident de voiture. Mais est-ce que je vais, un, m'empêcher de conduire, deux, d'aller chercher ma fille et trois, d'être une conductrice parce qu'il y a un risque associé à conduire un véhicule automobile sur une route? Ben, pour moi, c'est non. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on n'opère jamais sans risque en OSBL ou dans toute entreprise. C'est impossible
d'anéantir tous les risques. Hein, Jerry, on ne peut pas les faire disparaître, comme tu l'as si bien dit. Il faut avoir le réflexe en gouvernance, hein, parce qu'on est en gouvernance, là, on parle de ça, avoir le réflexe en gouvernance de dire, OK, c'est quoi les risques principaux, comme Jerry vient de dire, on les identifie, on les priorise, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mitiger, hein, comme ça le dit, c'est-à-dire diminuer l'impact. Fallait que je vous partage mon exemple de conductrice parce que c'est celui le plus banal, mais le plus applicable à ce que tu as si bien dit au niveau de on ne peut pas les éliminer. Ouais. Merci, Julie, parce que l'analogie à une organisation, votre système informatique. Est-ce qu'on s'empêche d'avoir un site web? Est-ce qu'on s'empêche d'avoir le système de courriel parce qu'il y a un risque qu'on se fasse hacker, qu'on se fasse attaquer de ce côté-là? L'analogie est là. On vit avec ça, on vit avec ce risque-là, mais il faut le gérer puis être confortable qu'on peut opérer. Merci, Julie, parce que c'est ça. C'est à tous les jours, dans tout ce qu'on fait, on fait face à des risques. Fait que cette page-ci, puis la prochaine diapo, les deux diapos, on a essayé aussi comme on a fait pour les risques, c'est de trouver des exemples d'actions, des exemples, c'est ça, de plans d'atténuation que vous pouvez adopter dépendant du risque. C'est juste pour vous faire penser à ça parce que c'est l'imagination, c'est votre seule limite parce qu'il y a toutes sortes de façons qu'on peut, dépendant du montant d'effort que vous voulez investir. Fait que puis le premier sur la liste, c'est toujours un qui est plus ou moins de base lorsqu'on discute de gouvernance, c'est des politiques. Fait que si on fait face à un risque qui est financier ou un risque qui est dans la sphère de RH, bien, ça nous prend des politiques claires. Il faut s'assurer que nos politiques sont complètes, sont claires sur soit la gouvernance, sur la gestion des finances, sur les RH. Avec une politique directive qui encadre les employés, la direction, le CA délègue ça aux employés. Le cadre est déjà là, les limites sont déjà établies, les contrôles qui vont avec sont à même la documentation des politiques. Ça, c'est toujours quelque chose qui est assez de base, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de mettre par écrit ou de formaliser. Mais c'est définitivement une des mesures d'atténuation pour certains secteurs. Ensuite, on parle de formation régulière, parce que ce soit de risque informatique ou que ce soit la façon d'agir avec notre clientèle du côté RH, etc., la formation, pour la sensibilisation au personnel, aux membres du CA, aux bénévoles, tout le monde de l'organisation, ça devrait être standardisé, notre façon d'agir. Mais ces formations-là, ça apporte, c'est ça, cette standardisation-là, cette awareness-là pour tout le monde qui est conscient des risques, puis le pourquoi de la formation, puis on s'en tient, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. C'est aussi très important. Ça va rejoindre tout le monde. Un autre exemple, puis ça retourne aux sources de la gestion des risques, la question des assurances. Parce que ça, on en a toutes, mais là ici, c'est s'assurer qu'on a le niveau d'assurance adéquat. Parce qu'on peut avoir des assurances, mais est-ce qu'on en a assez pour couvrir ce qu'on pense qui est notre risque du côté des administrateurs dirigeants, le Directors Officers Insurance, ou erreurs et omissions, ou l'assurance de nos biens? Est-ce qu'on a suffisamment? Puis encore là, peut-être qu'en faisant cet exercice-là, vous allez identifier un risque financier. Peut-être qu'on en paye trop d'assurance. On dépense, on gaspille de l'argent. Non, mais ça va dans les deux sens. Fait que cet exercice-là, de vraiment évaluer vos risques, évaluer les bonnes mesures d'atténuation, ben, c'est le juste milieu, encore là, pour vous apporter à un niveau acceptable. Pas les éliminer, ça coûte trop cher à éliminer. Payez trop de près de l'assurance si vous voulez éliminer complètement. C'est cet exercice-là. La prochaine diapo, on continue avec quelques autres exemples de comment mitiger les risques. Euh, si dans votre organisme, vous êtes dépendant sur un commanditaire ou une source de financement ou juste quelques-unes très importantes, le risque, si vous en perdez une, vous mettez votre organisation en péril. C'est vraiment de penser à ça, puis c'est des choses faciles à dire, pas nécessairement faciles à faire parce que c'est du long terme, souvent s'embarquer dans des mesures euh, d'autres sortes de financement, des applications pour des subventions ou dans un programme de dons et organismes de charité, etc., etc. Mais si vous identifiez ça comme risque puis comme dépendance critique, vous commencez aujourd'hui,
planter votre arbre aujourd'hui pour que dans quelques années, il ait grandi puis qu'il vous supporte. Fait que c'est vraiment, ça fait partie des plans stratégiques d'atténuation. Euh, Là, on tourne dans les données, des pratiques robustes, un système ou un programme de sécurité suffisant pour vous pour contrer soit les cyberattaques ou les violations de données. Ça arrive régulièrement, malheureusement. Fait que Puis les pratiques, ça peut toucher à la formation des employés, comme on dit tantôt. Vraiment, mettre les gens au courant des risques, puis des pratiques, puis les directives de pratique pour notre organisation, comment agir lorsqu'on utilise le système d'organisation. Le dernier exemple ici qu'on a listé, c'est le côté conformité, côté légal et règlement que vous devez conformer les lois selon votre secteur de SBL. Euh, Possiblement avoir un programme, une checklist pour regarder les lois ou les règlements que vous devez suivre, puis de temps en temps réviser la checklist pour vous assurer d'apporter ça à votre comité de finances ou votre CA pour démontrer qu'on est en, de, en, de, en deçà des lois et des règlements, des limites qui vous sont imposées. Sinon, vous y allez peut-être de façon aveugle, puis vous manquez peut-être plein de choses qui pourraient mettre l'organisation à risque. C'est Jerry, encore. on a une... Excuse-moi, je pensais que tu terminais. On a une question dans le QR. Je te laisse terminer, puis après ça, j'aimerais répondre à la question de la personne en direct. OK. Euh, C'était juste quelques exemples encore là d'actions pour juste vous faire penser. Encore là, l'imagination, c'est notre seule limite du côté plan d'atténuation pour pouvoir contrer et être proactif avant que ces risques-là se matérialisent. On a quelqu'un dans le QR qui nous demande qu'est-ce qui revient au CA? Qu'est-ce qui revient à la direction en matière de gestion de risque? Une bonne question parce que la ligne entre la gestion et le CA, c'est une discussion qui est sans fin. Mais la meilleure façon, puis corrige-moi, Julie, aussi, parce que tu Tout es une à fait. experte du côté de gouvernance, On travaille donc en équipe. c'est l'exécution cette gestion de risque-là, l'exécution, évaluer, identifier les mesures d'atténuation, euh, euh, produire le rapport qui va avec ça, qu'on va voir tantôt. Ça serait la gestion qui présente ça, qui prépare ça, ensuite va au comité, disons au comité de finances qui regarde ça en détail. Je dis parce que le comité de finances, habituellement, c'est le comité qui est tagué avec ce processus-là, de regarder, de critiquer, de questionner, de surveiller vraiment ce que l'équipe de gestion a fait, s'assurer que c'est complet, c'est adéquat, c'est raisonnable. Fait que c'est un peu la division. Fait que on peut comparer ça vraiment du côté finance à la comptabilité puis la gestion qui prépare un rapport financier, puis le CA ou le comité arrive puis questionne, regarde si ça a du sens, apporte sa diligence raisonnable. Julie, quelque chose à ajouter? Très peu, en fait. Euh, Voyez-le comme ceci. Si vous êtes dans une organisation, si vous êtes au CA d'une organisation dans laquelle il n'y a pas d'outils de gestion de risque puis que vous n'en entendez pas parler, votre rôle autour de la table, c'est de demander, d'apporter vos collègues autour de la table de CA à demander à la direction générale, peux-tu nous donner une assurance raisonnable que les risques sont identifiés, sont gérés puis qui sont mitigés? Ça, c'est si vous êtes dans un CA qui n'a pas déjà de la gestion de risque. Si vous êtes dans un CA qui au sein de l'organisme, il y a déjà ces mécanismes-là de gestion de risque, votre job, comme Jerry l'a si bien dit, c'est de poser les questions sur les risques qui sont identifiés par la direction générale. Quand la direction générale, la gestion, vous rapporte sur les risques, c'est de lui poser des questions s'il y a des choses pour vous qui sont nébuleuses ou des risques peut-être auxquels la gestion n'a pas pensé, que vous pensez qui méritent une discussion. Ah, c'est ça votre rôle de CA. C'est un rôle de surveillance des risques. Donc, ça a l'air de quoi?
surveiller les risques? Ben, dans une organisation où il n'y a pas de mécanisme de gestion de risque, c'est de les développer avec la direction, ces réflexes-là et ces outils-là. Si vous êtes dans un CA qui a déjà une tradition de gestion de risque, votre rôle, c'est de surveiller le rapport de gestion de risque de la DG, poser des questions, puis vous assurer que les mesures pour mitiger sont en place, qu'elles sont adéquates et qu'elles sont réalisables et réalisées, je dirais. Ça, c'est ma réponse à la personne qui a posé dans le QR, juste pour compléter ce que Jerry a si bien expliqué. Jeannette Mongeon, quel est le nom de votre Risk Management Framework? Si tu parles du heat map de tout à l'heure, là, en tout cas, mets-moi un petit peu de chair sur l'os, Jeannette, parce que je veux m'assurer de bien répondre à ta question. Est-ce que c'est la carte de tout à l'heure que tu voulais voir ou est-ce qu'il y a autre chose? Puis Jerry, peut-être que tu peux répondre. Oui, parce que, puis si j'essaie de lire, parce que le terme Risk Management Framework est vraiment le cadre de référence de gestion de risque. C'est un terme OK. utilisé qui, il n'y a pas vraiment de nom parce que l'approche est assez standard, c'est quelque chose qui est assez commun. Les organismes développent ça de différentes manières, mais un cadre implique tout ce qui part de la politique de gestion de risque avec le programme et le processus qu'on couvre ce soir, le rapportage et tout ça, ça serait le framework qui englobe que ce qu'on vise ce soir, qu'on regarde ce soir, c'est une partie du framework, mais il n'y a pas de nom spécifique. C'est vraiment, chaque organisation, il donne un nom selon ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent qui est plus approprié, là, mais c'est assez un Très standard bien. dans l'industrie. Merci, Jerry. On a une autre question comme administrateur. Est-ce qu'on peut demander un compliance report ou un spot check report? Compliance report, ici, on parle de conformité, donc on serait dans le. On a identifié un risque de conformité où on veut s'assurer qu'on est conforme. Euh, la question ici, c'est comme administrateur, est-ce qu'on peut demander un compliance report? Oui, oui, j'aime le réflexe de gouvernance d'ailleurs. Et un spot check report, la réponse serait aussi oui. Ça dépend de votre contexte, ça dépend des outils déjà en place, ça dépend de qu'est-ce qui vous inquiète, ça dépend de, ça dépend de, ça dépend de, ça dépend de. Hein, Jeannette qui pose la question. Mais dans les deux cas, Jeannette, pour moi, la réponse à tes questions, c'est oui et oui. Merci de me dire merci, Jeannette. Puis Jerry, vas-y donc, ramène-nous ça aussi, là. Et puis, je pense que si la question est soulevée, c'est qu'il y a peut-être une question dans la tête de l'administrateur, du membre du CA, que est-ce qu'on est vraiment en conformité? Puis, au moins, la question en partant se pose, est-ce qu'on est en conformité? Puis, si la gestion répond oui, bien, prouve-moi-le, ça fait partie de la surveillance. Right? Fait que la méthode peut différer d'organisation en organisation. Moi, je mentionne une checklist que j'ai déjà utilisée, j'ai déjà vue, mais encore là, mais définitivement, la réponse est oui, parce que ça fait partie de votre responsabilité, votre rôle. Oui. Puis là, Jerry, j'ai vu que Rob était dans notre liste de participants, mais je l'ai invité à nous rejoindre sur le panel. Donc, Rob, tu peux accepter mon offre ou pas. Je voulais juste vous présenter Rob, gang qui nous suit dans les webinaires parce que vous risquez peut-être de le revoir. Rob qui va, je suis certaine, allumer sa caméra. Rob Butters. Salut Rob, bonsoir. Bonsoir tout Euh, le monde. DG à la retraite d'une commission scolaire anglophone au Québec, à Montréal. Rob collabore avec nous dans le cadre de notre programme de certification d'administrateur et d'administratrice d'OSBL. Et donc, Rob a la main à la pâte là, avec moi, avec Jerry, avec d'autres membres de notre équipe pour vous amener là, des formations, puis des webinaires, puis du contenu hyper pratique pour vous accompagner dans votre travail d'administrateur et de dirigeant-dirigeante. Alors, merci d'être avec nous, Rob. Puis, si tu as des exemples en cours de route, Rob, vas-y fort. Là. On va faire une approche équipe comme on a l'habitude de si bien le faire là, pour bien servir nos suiveux dans notre webinaire. Donc, Jerry, merci de me laisser interjecter comme ça. Et Vraiment. Jeannette, merci pour tes questions dans le QR. C'est vraiment apprécié. Donc, j'y vais. Je continue avec mon partage pour amener notre présentateur vers la prochaine étape de la gestion des risques. Merci Julie, puis je renforce merci aux questions parce que ça vraiment, ça nous aide à diriger la discussion aussi selon vos intérêts. On est ici pour ça. Fait que, merci. Mais oui, la prochaine grande étape, après avoir identifié les actions pour mitiger les risques,
Là, on crée notre tableau. Là, on surveille, on revoit les risques, on gère le cycle. Puis la prochaine étape, c'est vraiment tout apporter ça ensemble. Puis là, on ne cliquera pas sur le lien de suivre, on va y aller avec l'exercice tantôt. Là. Mais ce tableau de risque-là, juste à garder ça en tête pour tout le monde, on va arriver avec un exemple concret tantôt. Mais ce tableau-là, ça apporte toute l'information qu'on a ramassée à date, les risques qu'on a identifiés, leur évaluation, les plans d'action, les mesures d'atténuation qu'on a identifiées. Puis à ça, on va rajouter vraiment la question de responsabilité, puis voyons, traduis-moi l'accountability, la Imputabilité. merci, Imputabilité. l'imputabilité. Pourquoi que j'ai oublié ça? Fait que là, je m'en rappelle. Parce que c'est l'important, avoir, s'il y a une personne qui est assignée, il y a une pas mal plus grande chance que l'action va être livrée ou vraiment gardée en compte. Puis on ajoute à ça même une date pour essayer de. Parce que sinon, c'est sans fin. On peut identifier une action, mais si on ne met pas la date du 31 décembre cette année pour faire avancer le projet, avancer cette action-là, c'est ira nulle part. Puis Rob, dans la session précédente, on avait parlé de ce qui se mesure, c'est ça, ce qu'on peut mesurer se matérialise, là. Fait que c'est l'importance de vraiment identifier ça. Fait que dans ce tableau-là, ça rassemble toute l'information qu'on a captée à date, puis ça nous fait un beau tableau, un rapport plus ou moins, ou un registre de risques qu'on peut, à ce point-là, utiliser puis ramener périodiquement. Puis tantôt, là, oui, Julie on va regarder un exemple. Pour la prochaine diapo, la surveillance de risque avec ce tableau-là, c'est là qu'on l'intègre vraiment dans notre gouvernance, dans notre calendrier du comité, du comité possiblement de finances et du CA, vraiment pour assigner la responsabilité de ce tableau-là à un dirigeant ou à un membre du CA de droit qui va vraiment garder ça, puis ça va être son bébé pour s'assurer que ça reste vivant, puis c'est monitoré. On ajoute ça à l'ordre du jour du comité de façon régulière, possiblement trimestrielle, pour que le comité le regarde, mette à jour les actions ou les remplace s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis aussi, s'il y a un nouveau risque qui apparaît, bien, toujours ajuster ce document-là. Puis après ça, au minimum, ce qu'on suggère annuellement, une réévaluation complète des risques. Les réévaluer parce qu'il y a peut-être des événements internes ou externes qui vont affecter l'importance des risques, les diminuer ou les augmenter ou amener d'autres risques. Donc, on met ce registre-là, ce tableau de risques-là, on fait un bon refresh annuellement, puis on va au CA pour approbation, pour revue et approbation, encore là, pour s'assurer que le CA livre sur ses responsabilités de diligence, puis est au courant des risques et aussi facilite l'équipe de gestion à avoir les ressources nécessaires ou non pour adresser ou mitiger ces risques-là. Bon, on va essayer de finir avec la théorie. J'appelle ça la théorie, mais il y a beaucoup de pratiques à travers de ça. Là, mais on rentre vraiment dans les angles morts qui pourraient vous jouer des tours. Puis ça, c'est vraiment un exercice qu'on a fait, les membres de Discutus moins inclus, à vraiment identifier euh, ce qui était vraiment, j'appellerais approprié, ou qui est vraiment euh, des exemples réalistes pour les organismes à but non lucratif. Comme on a vu, la liste de risques pourrait être très longue, mais les angles morts, ces quatre facettes-là sont celles qu'on pense qui sont les plus importantes ou les plus euh, présentes aujourd'hui pour les organismes, les OSBL, OBNL. Euh, on va toucher à des scénarios spécifiques, mais les quatre grandes facettes, une crise dans les ressources humaines, insolvabilité du côté des finances, des incidents dans les opérations au jour le jour, des incidents importants, puis aussi l'atteinte à la réputation, on a déjà dit un peu tantôt, là, mais ça, les quatre grandes facettes puis qui peuvent surprendre les OSBL sont ici. Là, on va rentrer dans les détails de chacun des scénarios spécifiques là, dans les quatre prochaines diapos. J'ai une question de Yasmine, Jerry, Oui. à laquelle j'aimerais qu'on réponde.
Oui. Yasmine nous demande, doit-on inclure un plan de contingence dans notre gestion de risque dans le cas où les mesures d'atténuation n'auraient pas fonctionné et que le risque se produit? Ça, c'est une excellente question. Oui, vas-y, Julie. Moi, quand j'entends ça, puis Jerry, après ça, je te lance la balle, bien sûr. Moi, quand j'entends ça, pour moi, plan de contingence, puis mesure pour mitiger, pour moi, dans ma tête, là, c'est comme la même chose. Fait que là, Jerry, je fais appel à toi là, pour aider notre collègue Yasmine à répondre à cette question-là. Doit-on inclure un plan de contingence dans notre gestion de risque dans le cas où les mesures d'atténuation n'auraient pas fonctionné et que le risque se produit? C'est une excellente question, Yasmine. Euh, dans le monde de la gestion des risques, ce qu'on couvre aujourd'hui, c'est qui pourrait être connu, identifié. Quand on parle de plan de contingence, souvent c'est pour les risques qui sont non identifiables. Un exemple banal, COVID. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendaient à ça? Personne. Mais le plan de contingence, puis si on le traduit pour tout le monde, là, Business Continuity Plan. Un plan de contingence comme ça fait partie du cadre de gestion des risques. J'ai parlé tantôt des politiques, j'ai parlé du processus ou programme de gestion des risques, mais le plan de contingence serait un autre euh, pilier dans le cadre de gestion des risques parce on a besoin d'un plan comme ça aussi. Puis là, c'est à la gestion, puis au CA de déterminer c'est quoi les priorités dans tout ça, avec les ressources qu'on a, mais pour vraiment couvrir des désastres, des catastrophes qui sont imprévisibles. On appelle ça en anglais le Black Swan. Puis la COVID, c'est un exemple flagrant. Personne qui pouvait prédire ça. On ne peut pas atténuer complètement, mais on peut avoir des plans, puis des états préétablis, des mesures, des, c'est ça, des plans de communication, que ce soit, ça voudra, pour réagir. C'est ça qu'un plan de contingence est, réagir rapidement, puis atténuer, puis prendre soin des processus critiques dans notre organisation. Fait que ça fait partie de la gestion des risques, mais c'est un autre pilier, parce que ce qu'on couvre aujourd'hui, c'est les risques qui sont identifiables. J'espère que c'est clair. Si je te pose la question, Jerry, toi, tu connais combien d'organisations après la COVID que personne n'aurait pu prédire? Tu sais, genre, c'est un Black Swan. Mais combien tu connais d'organisations, toi, qui, après, ont mis en place un business continuity plan, justement pour ça, pour s'assurer que, Colin Devine, demain, notre édifice brûle. Comment est-ce qu'on continue d'offrir nos programmes et nos services? On ne peut pas empêcher un incendie, surtout pas un incendie accidentel. Toutefois, au niveau de notre gestion de risque, est-ce qu'on a un business continuity plan pour nous outiller pour, malgré tout désastre qui peut arriver, on est-tu prêt, par exemple, à basculer nos opérations virtuelles? Est-ce qu'on est prêt à offrir nos services autrement que dans la bâtisse où ce qu'on est habitué? Tu sais, je vais peut-être trop loin, Jerry, ramène-moi, mais moi, c'est ça qui me vient en tête quand on Ouais. parle de ça de C'est façon devenu, générale. c'est devenu une réalité, puis je dirais que beaucoup d'organisations ont créé ça, même avant que COVID soit fini, pour vraiment être prêt pour la prochaine vague ou quoi que ce soit. La difficulté avec un plan comme ça, c'est que ça doit être relativement générique parce que tu ne peux pas prédire le désastre qui va arriver, que ce soit du côté santé comme COVID ou que ce soit physique comme l'immeuble, etc., etc. Mais ça doit être suffisamment large pour couvrir puis protéger le processus ou les services dans votre organisation qui sont critiques ou le service qui est critique pour pouvoir revenir le plus vite possible. Mais la plupart des organisations qui ont réagi vite, c'est celles qui ont été probablement forcées par leur bailleur de fonds ou par leurs partenaires, parce que parce que ça prend beaucoup de ressources pour créer un tel plan. Mhm. C'est une réalité, puis c'est un besoin dans le monde de la gestion des risques pour se protéger. Ouais. Excellente question, Yasmine. On pourrait en passer des journées à en parler. Donc, la première sphère dans nos angles morts, une crise de ressources humaines. La première, puis c'est probablement la plus évidente, mais la perte, par exemple, du DG, de la direction. Si la personne décide de quitter ou même tombe malade à long terme soudainement, on est au dépourvu, ça peut frapper l'organisation
assez fort parce que là, il y a plus de leadership ou il y a un manque de leadership. Mais on doit passer au-delà de la DG, de la direction, parce qu'il y a des gens dans vos organisations. La direction, évidemment, est clé et importante, mais il y a peut-être une autre personne dans l'organisation qui est clé, que ce soit du côté comptabilité, que c'est plus compliqué, complexité, puis vous n'avez pas d'autres gens qui peuvent prendre ça, ou ça peut être dans vos services aux membres, vos opérations, qu'il y a quelqu'un qui est tellement fort, qui drive l'organisation, puis il mène, puis qui vous permet de survivre. Mais ça peut être un autre exemple que Rob a mentionné plus tôt, la personne de paye. La personne qui s'occupe de la paie, dépendant de la grosseur de votre organisation. Si vous êtes une ou deux personnes dans l'organisation, ça peut être plus facilement contrôlé, mais si vous êtes beaucoup de gens dans votre organisation, dans votre OSBL, puis la personne de paye quitte ou n'est pas là, les employés ne sont pas payés. Là, vous frappez vraiment une vague de mécontentement dans l'organisation, puis vos opérations sont perturbées au max. Fait que c'est vraiment d'identifier ça, parce qu'une perte d'une personne clé peut être très, très, très difficile, comme vous pouvez l'imaginer. Puis avec ça, si on pense, OK, ben, comment on pourrait contrer ça, être proactif avec un plan de contingent, vous pouvez penser à préparer un kit de recrutement d'avance. Si c'est identifié comme un haut risque, préparez-vous d'avance, vous allez être prêt à réagir plus vite. Ça peut être aussi former un employé de relève, le second in command, là, pour vraiment remplacer la personne tranquillement, faire un peu à l'ombre de l'autre personne, apprendre le rôle, puis se préparer si vous l'identifiez comme un risque. Fait qu'il y a des façons d'être proactif. Euh, un autre scénario la sphère des RH, une, non, juste là, ouais. Une poursuite reliée aux ressources humaines. Ça- si l'employé est mécontent parce que l'organisation ne suit pas les politiques établies de RH ou est injuste entre les employés, que ce soit que ça voudra, puis décide de poursuivre l'organisation, ça peut faire mal, puis ça peut aussi euh, euh, s'étaler à d'autres. D'autres peuvent embarquer dans ce mode-là d'insatisfaction. Fait que ça, encore là, ça peut devenir assez critique. Puis une façon d'être proactif pour contrer ça, on peut assembler un manuel des employés, quelque chose de complet qui est vraiment clair sur les politiques, que ce soit de compensation, de façon de se comporter, etc. Ça peut être aussi la formation d'employés pour s'assurer qu'ils comprennent bien le système de compensation ou euh, le, le- le- I guess, le sujet du risque que vous avez identifié du côté RH, là. Donc, c'est vraiment, il y a des façons encore là d'être proactif puis vraiment d'établir ça. C'est du temps, mais si vous l'avez identifié comme un risque assez élevé, ça en vaut la chandelle. Il y a un autre scénario, recrutement de personnel. Déjà, le recrutement de personnel est difficile de nos jours avec le manque de ressources qui est à travers toutes les industries. Mais le recrutement de personnel qualifié, ça amplifie la difficulté possible de combler un poste. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment ralentir votre organisation, encore une fois. Puis une façon Puis je mentionne des exemples de mesures pour mitiger ce risque-là. Je reviens que l'imagination, c'est notre seule limite. Parce que dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut s'aider ou aider à baisser le risque de recrutement? On peut promouvoir l'image de notre organisation à travers les médias sociaux pour être plus attrayant comme organisation. Ça va peut-être aider les gens à lever la main puis vouloir joindre à nous. On peut faire l'usage d'une firme de recrutement, s'associer à une firme avec une relation permanente avec une firme de recrutement. Ça coûte, mais ça coûte probablement moins cher qu'avoir un poste vacant puis manquer avec toute la livraison des services qu'on manque. Donc encore là, les RH, clés pour toutes les organisations, mais définitivement quelque chose qu'on a vu dans les OSBL. La deuxième sphère, le côté finance, l'insolvabilité financière, puis les deux premiers points, le départ d'un commanditaire majeur ou la perte d'une subvention récurrente qu'on a toujours eue, qui est significative, les deux touchent aux entrées de fonds, touchent aux revenus, qui peuvent vraiment mettre l'organisation à risque si on, si- je vais mettre ça
entre oreilles de lapin, là, si on se fiait à ces sources-là, ça peut nous mettre vraiment en péril pour l'existence de l'organisation. Fait qu'une façon, c'est de diversifier les sources de revenus ou de financement. Encore là, euh, ça peut être un plan à long terme parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais que ce soit trouver de nouveaux commanditaires, ou que ce soit trouver ou faire application à de nouvelles sources de subventions, que ce soit avoir une campagne de levée de fonds, que ce soit s'enregistrer comme organisme de charité pour pouvoir recevoir des dons ou plus de dons. Il y a toutes sortes de sources que vous pouvez vous embarquer à, à penser. Encore là, ça peut être long terme, mais il n'y a pas de meilleur temps de planter un arbre qu'aujourd'hui, hein, que l'arbre ait des feuilles dans quelques années. Je peux pas m'empêcher d'ajouter, Jerry, à la belle liste que tu nous as mis sur la table au niveau de, tu sais, diversifier ses sources de subventions, diversifier ses sources d'entrée de fonds, hein, tu vas m'aimer, là. C'est vrai. Euh, Diversifier ses sources d'entrée de fonds. N'oublions pas l'entrepreneuriat social. Vous avez le droit, comme au SBL, de vendre des choses. Puis là, ça peut être de la merch, des t-shirts, des bouteilles d'eau, whatever, mais ça peut aussi être vente de produits et services pertinents dont vos parties prenantes, vos bénéficiaires ont besoin. Fait que, n'éliminons jamais la possibilité pour notre organisme, pour notre OSBL, de continuer d'être une OSBL, bien sûr, mais de générer des revenus autonomes par l'entrepreneuriat social. Hein, une OSBL a le droit de générer des revenus. Elle n'a juste pas le droit de les distribuer à des actionnaires ou à quiconque. Hein, l'OSBL doit réinvestir les surplus dans sa mission, mais elle peut quand même en générer des surplus, l'OSBL. N'oubliez jamais que qui dit surplus dit marge de manœuvre, surtout si c'est des surplus liés à des fonds autogénérés. Il n'y a pas un bailleur de fonds qui vous impose de faire A, B ou C avec des revenus autonomes que vous avez générés vous-même en offrant un programme, un produit ou un service payant. Les revenus autonomes, vous pouvez faire ce que vous voulez avec à l'intérieur du cadre que vous impose l'Agence de revenus du Canada. Hein? Mais n'oublions pas, dans la belle liste de possibilités de diversification de nos entrées de fonds, les revenus autonomes. Merci beaucoup, Julie. Oui, c'était un excellent point. Euh, euh, Puis une autre mesure, en plus de diversifier les sources, c'est possiblement renforcer vos relations avec vos sources présentes de financement pour s'assurer qu'ils ils savent que vous êtes là, ils sont importants pour vous, puis vraiment nourrir cette relation-là pour, encore là, perpétuer les subventions ou les commandites. L'autre point du côté solvabilité financière, les fraudes. Ça, on entend trop parler, trop souvent, ou détournement de fonds. Ça arrive, on pense que ça arrive juste aux autres, mais il y a trop d'organismes qui font face à ça, puis euh, souvent, c'est soit un employé qui a de mauvaises intentions, puis qui a vu une opportunité. Fait que de ce côté-là, dans les mesures pour mitiger ce risque-là, cet angle mort-là, euh, c'est possiblement avoir un exercice avec de l'aide externe ou non, mais pour évaluer les contrôles financiers internes, puis les renforcer. On parle de séparation de tâches pour les gens qui ont accès à des fonds, aux fonds de l'organisation. On parle de processus d'approbation des dépenses et des rapports de dépenses ou des dépenses externes. Vraiment, le contrôle interne, c'est un élément fort pour contrer le risque de fraude. On peut aussi avoir une politique de dénonciation, whistleblower policy, dans l'organisation, parce que ce qui est éprouvé comme la meilleure réponse au risque de fraude, c'est vraiment les gens qui côtoient ces gens-là. Ils remarquent des irrégularités,
ils remarquent des choses qui ne sont pas normales, qui semblent louches. Puis avec un processus anonyme, tu rapportes que ça peut être sondé. C'est selon ce que le CA a déterminé dans leur politique de dénonciation. Fait que ça, c'est des petites choses pour vous donner un peu d'indices si un risque comme ça vous empêche de dormir, qui est assez haut dans votre liste. On passe aux incidents opérationnels dans votre day-to-day. La perte de données, définitivement un scénario qui est cruel, qui arrive régulièrement. Puis là, je vais qualifier parce que la perte de données, c'est pas juste malicieux. On entend beaucoup parler des hackers, puis les cyberattaques, etc. Mais ça peut arriver aussi par erreur. Parce qu'un employé peut aussi bien euh, involontairement effacer une base de données. Vous perdez toutes les données de vos employés ou de vos clients. Ça arrive dans le meilleur des mondes. Ça peut être malicieux aussi, là, par des gens externes ou des gens qui attaquent l'organisation. Fait que des mesures pour contrer ça proactivement. Évidemment, la sauvegarde régulière des données, un backup régulier de vos bases de données, mais aussi la formation. On revient à la formation de personnel. Euh, vraiment une éducation de sensibilisation envers les risques de cyberattaque, que ce soit des ransomware, que ce soit du phishing, qu'on appelle du hameçonnage, euh, qui est récurrent parce que les gens pensent que c'est un courriel légitime, cliquent sur ça, puis voilà que l'organisation va passer par un cauchemar pour une bonne période. Un autre incident opérationnel, un vol d'équipement. Dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, post-COVID, avec tous les gens qui travaillent en virtuel, puis il y a tellement d'organismes où les gens vont de moins en moins physiquement à leur bureau, mais vous avez encore des bureaux physiques, mais les gens ne sont pas là nécessairement tous les jours. Ça peut être une opportunité pour des gens de remarquer ça et euh, faire voler de l'équipement clé, de l'équipement critique. De ce côté-là, on peut pour contrer ça, on peut toujours renforcer la sécurité physique de votre location, un système de surveillance. Mais il y a évidemment l'assurance. Puis l'assurance, c'est de s'assurer qu'il y a de l'assurance suffisante ou adéquate pour les pièces d'équipement en question. Ça peut transférer le risque ailleurs. Fait qu'encore là, des exemples de mesures là, que vous pouvez considérer si jamais c'est des risques que vous trouvez assez hauts pour vous. La dernière sphère, c'est la réputation. On ne peut pas contourner ça. Vos organismes se fient sur la confiance que vos partenaires, vos clients ont en vous. La confiance, c'est fondamental. Puis si c'est affecté, votre organisme devient à risque assez rapidement, surtout avec les médias sociaux aujourd'hui. Ça se propage comme des feux de forêt. Euh, le premier scénario qu'on a soulevé, un acte criminel d'un employé, vous avez une foire, vous participez à une foire publique, un employé décide de faire un peu de vandalisme pour le fun, votre organisation est associée, ou tout acte de vos employés, votre organisation est associée. Puis si c'est vu par les journaux, ça peut faire mal très vite ou avec nos téléphones d'aujourd'hui, avec juste une vidéo, puis votre organisation est associée avec des mauvaises agissements. Votre réputation en prend un coup. De ce côté-là, euh, des actions pour mitiger, on peut regarder si vous avez des questions au sujet de la loyauté ou de l'éthique de vos employés, ben, votre politique de recrutement, possiblement renforcer vos vérifications de référence, vos vérifications d'antécédents, même vérifications criminelles, dépendant du niveau de risque de ce côté-là pour votre organisation. On filtre à la source. Puis aussi, un code de conduite pour s'assurer que tous les employés, tous les bénévoles savent les limites, que la fraude, il y a une non-tolérance pour la fraude, il y a une non-tolérance pour des agissements tels A, B, C, D, vraiment pour aligner la conduite des employés. De même, il n'y a pas d'excuses, puis vous prévenez peut-être des gens qui le font par ignorance, possiblement. Euh, le deuxième scénario, on regarde des bénévoles ayant des propos dérogatoires
face possiblement à des clients ou au public, dépendant où ce que vous rendez vos services. Puis ça peut aller assez vite. On envoie des exemples. De là, la nécessité d'une formation pour tous les employés et les bénévoles du côté de diversité, du côté anti-harcèlement, pour vraiment la sensibilisation des employés, pour que tout le monde sache le code de conduite, le code de comportement, qu'est-ce qui est acceptable ou non ici pour l'organisation. Je ne sais pas pour vous, là, sur ce sujet-là, Jerry, je sais que moi, dans mes anciens réflexes, quand j'ai commencé ma carrière, pour moi, il y avait les ressources humaines. Puis quand je pensais au RH dans une entreprise, je ne pensais pas aux bénévoles. Pourtant, les bénévoles font partie de vos ressources humaines. Il faut s'assurer que le code de conduite que vous avez pour vos employés, par exemple, il est aussi applicable et connu et signé par tous vos bénévoles. De ne pas le faire, ce serait de ne pas gérer le risque qu'il y ait quelqu'un qui tienne des propos, quelqu'un d'associé à votre organisme qui tient des propos dérogatoires. Oui, vos employés, mais n'oubliez pas vos bénévoles. C'est ça, absolument. Merci, Julie. Puis, le troisième scénario, on va dire c'est banal, mais l'insatisfaction de la clientèle, mais c'est pas banal parce que vous comptez sur, s'il y a une tendance à la baisse dans la satisfaction de votre clientèle, vous comptez sur eux pour votre pérennité, puis le bouche à oreille fait que les mauvaises expériences de certains clients vont aller loin, ça peut encore là créer un autre feu de forêt. Puis, une façon de créer ça, de contrer ça, c'est peut-être adopter une pratique de sondage de satisfaction à la clientèle. Fait qu'après un bout de temps, vous avez une tendance, vous savez c'est quoi la norme, puis s'il y a une tendance à la hausse ou à la baisse, vous pouvez capter ça d'avance pour essayer d'aller plus loin dans cela. Mais là, je viens de donner des exemples spécifiques, mais quand on parle d'atteinte à la réputation, le premier plan pour mitiger euh, euh, un risque à la réputation, c'est un protocole de communication en temps de crise. Vraiment un crisis communication plan. C'est la première chose que vous devriez avoir de près dans votre tiroir, soit lié avec une agence externe, des experts en communication, avoir vraiment vos parties prenantes qui allaient parler pour clarifier la situation en premier, pour vraiment essayer d'atténuer très vite, parce que la vitesse est de pair dans une question de réputation, vraiment de contrer ça, puis aller public avec la clarification de l'événement, etc., pour assurer que vos relations restent saines. Je peux partager avec le groupe, Jerry, si tu me permets, un commentaire tellement à propos que Atika a laissé dans le chat. Elle dit ceci: absence de planification stratégique égale mauvaise allocation des ressources et une absence de vision à long terme. Ça peut être considéré comme un angle mort en OBNL. Tellement, Atika. Tellement. Le risque que tu identifies ici, c'est un manque de vision stratégique à long terme dans une organisation. Merci de l'apporter à l'attention de tout le monde. Quand il y a des commentaires comme ça, tellement à propos dans le chat, là, je ne peux pas m'empêcher que de les partager. Effectivement, absence de planification stratégique, c'est un risque. Merci beaucoup, Attika. Absolument. Absolument. Fait que ça clôt cette section ici. Je vais le passer la prochaine section à Julie. Très bien, très bien. Donnez-moi juste un tout petit moment. Parfait. J'avais quelque chose dans le QR que je voulais juste monitorer. Bon, ben là, moi, je vous amène dans un exercice pratique. On vous propose un outil dans le cadre de la formation d'aujourd'hui. C'est un exercice pratique autour d'un outil. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je sors mon mode présentation ici parce que je veux vous mettre un lien dans le chat pour que vous puissiez faire ce que je m'apprête à vous demander de faire. Donc, exercice pratique à partir d'un outil. Premièrement, créer une copie du tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ça t'intéresse, bien sûr, va dans le chat et quand tu cliques sur le lien que j'ai mis dans le chat, il devrait t'apparaître une fenêtre qui te demande, veux-tu créer une copie?
du tableau. Et si tu sélectionnes oui, tu vas pouvoir être dans l'outil, dans le tableau, puis tu vas pouvoir le modifier à ta guise. Hein? Donc, je vous laisse un petit moment. Crée-toi une copie du tableau si tu le souhaites, bien sûr. Vous voyez ici, là, j'ai cliqué dessus, puis ça me dit Make a copy. Hop, Make a copy. Puis là, j'ai une copie du tableau de gestion des risques. Je vais le mettre un peu plus gros là parce que je suis en partage d'écran. Bon. Ça, là, c'est dorénavant, c'est à vous autres. Là. Vous avez créé une copie qui est entreposée quelque part dans votre ordinateur. Vous pouvez y travailler, puis vous n'affecterez pas ma copie, puis je n'affecterai pas la vôtre non plus. On vous a mis ici, basé sur les angles morts que Jerry vous a présentés dans les diapos précédentes, on vous a mis quelques risques. OK? C'est un tableau fictif, ceci-là. On vous a mis quelques risques. Par exemple, puis Jeannette a réagi tout à l'heure dans le QAR, au risque, premier ici, risque RH, départ soudain de la direction générale. C'est un des plus gros risques pour les OSBL, surtout d'une plus petite taille dans lesquelles il n'y en a pas 20 employés. Hein? C'est un énorme risque, le départ soudain de la direction générale. Si ça s'applique à ton organisation, je t'invite à, OK, moi, je regarde ça comme administrateur ou dirigeante ou DG. Je me dis, OK, c'est quoi la probabilité que ma direction générale parte? Puis là, ancrez ça dans votre réalité, là. OK, ben moi, dans mon organisation, par exemple, la direction générale, elle a 42 ans, ça fait à peu près 4 ans qu'elle est en poste, elle a atteint une bonne vitesse de croisière, on a un bon plan de compensation, on la rémunère de façon adéquate. OK, ben peut-être que la probabilité qu'elle parte soudainement, bon, il y a ces facteurs-là que je vais considérer. Il y a aussi le facteur de, ben, demain, elle peut se faire frapper par un autobus ou demain, elle peut gagner 54 millions à la loterie puis partir. OK, il y a tout ça, là. Fait que là, basé sur tous ces facteurs-là, là, hein, Jerry, l'imagination est fertile. Basé sur tout ça, c'est quoi la probabilité d'un départ soudain de ma direction générale? Mettons, toi, tu décides dans ton organisation que c'est improbable. Des urgences, ça arrive, hein, mais c'est improbable. Puis la gravité, ben si moi je suis une petite organisation puis j'ai juste une DG puis 2 autres employés, si ma DG part, ben la gravité là, c'est probablement important à majeur. Puis si j'ai pas de plan de relève pour ma direction générale ou si j'ai pas de plan de remplacement d'urgence pour ma direction générale, ben là ma gravité là, elle vient de péter dans le plafond. Fait que, mettons, moi, je dis, là, moi, je perds ma DG demain parce que c'est ma seule employée, mettons, l'organisme est en péril. Fait que si on multiplie la gravité par la probabilité, ça nous donne un 8. P fois G égale la cote. Probabilité fois la gravité, ça donne un chiffre ici qui est 8. Et comme vous le voyez, le 8 ici, ça tombe dans la catégorie rouge. C'est un risque dans un tableau de gestion de risque comme celui-là. Si moi, je suis administratrice ou dirigeante au sein d'un conseil d'administration, puis je vois un risque comme ça qui est rouge dans mon tableau de gestion de risque, je suis en train de poser des questions. Je suis en train de poser des questions. Jeannette, la réponse, c'est oui. Donc, donne-moi 2 petites secondes. J'ai juste mon écran qui flash devant moi. Là. Je suis désolée, je vais peut-être. Vous allez peut-être perdre l'image, mais vous ne perdrez pas ma voix. Donc, ça, c'est bon signe. Là, dans le tableau de gestion des risques, une fois qu'on a identifié le risque, on l'a évalué. Et là, c'est quoi nos stratégies pour mitiger ce risque-là? C'est quoi nos plans ou mesures d'atténuation? Bon, ben pour contrer le départ soudain d'une direction générale, ben je vais préparer des outils de recrutement RH pour m'assurer que
Si la DG part de façon soudaine, on a tous les outils RH qu'il nous faut au CA pour la remplacer. Parce que n'oublions pas que si la DG part demain, c'est pas la faute de la DGA, puis c'est pas la faute de la direction des ressources humaines, c'est pas la responsabilité, je devrais dire, excuse, je me suis mal exprimée. Je reprends. Si demain la direction générale part, c'est pas la responsabilité de la DGA ou de la direction des ressources humaines de la remplacer, c'est la job du CA de la remplacer. Right? Fait qu'il faut s'assurer qu'on a ces mécanismes-là en place, qu'on est prêt, mettons, on s'en va vers du recrutement, qu'on soit prêt. Un autre exemple de mesure d'atténuation, ça pourrait être la formation d'un ou d'une employée au niveau de la relève, plan de relève pour la direction générale, plan de succession. Puis ici, on fabulait là, dans notre exemple. Une autre mesure d'atténuation possible, ce serait la centralisation des outils de gestion et de rapportage. En cas de départ soudain de la direction générale, assurons-nous que la personne qui la remplace ou qui assure l'intérim, qu'elle ait les outils de gestion et de rapportage dont elle a besoin pour, un, bien faire son travail et deux, continuer à rapporter au conseil d'administration sur les différentes avancées. Puis là, dans l'exemple qu'on a ici, on a mis une date d'adoption. Donc, on a adopté quand ce plan aux mesures d'atténuation-là, qui est responsable, puis c'est quand la dernière révision, par exemple. Vous pouvez vous servir de ce tableau-ci comme cela. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, actuellement, c'est un exemple. C'est pas particulier à aucune organisation. Fait que vous pouvez vous en servir à votre guise et vous pouvez vous en servir comme inspiration. Peut-être qu'il n'y en a pas de tableau de gestion des risques dans votre entreprise actuellement. Peut-être que vous êtes un administrateur, une administratrice, un dirigeant ou une dirigeante qui va vouloir demander à la direction générale par l'entremise du CA, bien sûr, là, de mettre ça en place. Puis si vous êtes déjà dans une organisation où il y a de la gestion de risque puis un tableau, bien celui-ci peut vous servir de ah ben comment il diffère d'une autre, puis y a-t-il quelque chose là-dedans que je peux aller chercher pour m'appuyer dans mon travail, dans notre travail de gouvernance. Donc, il est là, l'outil est à votre disposition. Et puis, voilà, c'était un peu une façon facile de vous donner un outil pour vous propulser dans votre gestion de risque. Et donc, Je vais ajouter, Julie, si tu oui, permets. ben oui, je Je pense que permets. j'ai capté sur quelque chose que tu as dit. Je pense que c'est très important de l'adapter à votre organisation. Parce qu'on a chacun nos façons de faire. Ça donne l'information qui est habituelle pour un registre de risque ou un tableau de risque, mais vous l'adaptez. Puis un autre point important, c'est que dans le tableau, vous remarquerez, parce que là, on a populé avec toutes sortes de risques, avec les plans d'atténuation, etc. Mais de façon pratique, les organisations habituellement, pour les risques qui sont en vert, on n'a pas nécessairement besoin de plan d'atténuation parce qu'on est capable de vivre. C'est un risque qui est très bas selon notre évaluation. Fait que ça, c'est pour fin d'exemple, pour les risques qu'on identifie, vous donnez des plans d'atténuation, mais de façon pratique, ça deviendrait pas nécessairement partie du rapport qui est récurrent parce que les verts n'ont pas nécessairement besoin d'être. On n'a pas besoin d'affecter des ressources, prendre du temps pour ces risques-là, parce qu'ils sont acceptables. Puis aussi, une autre chose, c'est qu'un coup, vous avez passé par l'exercice la première fois, la partie importante, c'est probablement de faire un sort, vraiment lister vos risques des plus hauts au plus bas pour avoir les rouges en haut de votre rapport, parce que c'est ça qui a besoin d'attention. Le plus d'attention, le plus vite. Fait que de cette façon-là, vous gérez vos échéanciers, vous gérez votre monitorage, votre surveillance de cette façon-là. Euh, Optiquement, vos yeux sont portés vers les rouges, qui devrait être la façon de faire. Fait que c'est pour ça, puis les jaunes, probablement que les dates seraient possiblement plus loin parce qu'ils ont besoin de moins d'urgence que les rouges. Fait que de cette façon-là, vous gérez votre document en priorité. Puis ce qui va éventuellement au CA, c'est pas nécessairement la liste des 140 risques que vous avez identifiés. C'est la liste des 12 qui sont jaunes ou rouges pour vraiment avoir une attention qui est le rôle de surveillance du CA.
Merci, Jerry, de donner autant de conseils pratico-pratiques pour le monitorage des risques puis le rapportage des risques. Je parle au nom des participants et des participantes. Je pense que c'est pas mal apprécié. Fait que Jerry, je t'amène à Oui, une des deux dernières diapos, je pense. On c'est veut ça. pas vous garder trop longtemps non plus. On veut finir le contenu. Donc, Jerry, vas-y, on t'écoute. Merci. Un coup qu'on a regardé le tableau, on a le tableau, puis on a préparé ça. Vraiment, on a essayé d'identifier les quelques pratiques qui sont clés à la question de gouvernance, vraiment dans le processus, programme de gestion de risque. Puis on a parlé tantôt de la délégation des plans de mitigation, puis le mot de Julie de tantôt, l'imputabilité, qui est tellement clé pour s'assurer que quelqu'un est responsable, puis que les plans sont livrés tels que demandés par le CA. Parce que ça, c'est la première chose, la délégation formelle à travers le tableau de risque. Ensuite, on a la surveillance continue, le mettre au calendrier du comité pour que de façon trimestrielle, ça ne sera jamais oublié, ça va être ramené, ça va être regardé, il va y avoir un refresh de fait que les risques sont à jour, mais aussi les actions sont, 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 sont questionnées, sont critiquées, s'assurer qu'ils avancent, qu'il y a de l'attention à ces actions-là qui ont été identifiées. Puis ensuite, finalement, une révision puis une adoption annuelle par le CA, une adoption formelle. Puis de là, dans son rôle de diligence et de surveillance qui est clé, qui est une obligation légale finalement, mais avec cette évidence-là comme rapport qui est aux minutes, au procès-verbaux du CA qui est adopté, vous prouvez que vous avez fait tous les efforts nécessaires pour gérer vos risques du mieux que vous pouvez en connaissance de cause. Puis vous gardez votre organisation à flot à long terme. Puis la dernière diapo qui est toujours le fun, les pièges, les risques, astuces et impacts. En grande ligne, le grand piège, c'est le croque-pot. Set it, forget it. Vous le préparez, c'est tout beau, il y a plein de belles couleurs, rouge, jaune, vert, puis c'est complet, c'est tout complet, tous les cases sont remplis. Vous mettez ça sur la tablette, puis ça ramasse de la poussière. Le risque, évidemment, vous oubliez vos risques. Les embûches vont vous surprendre, on revient aux angles morts. Vous n'aurez pas prévenu, vous n'aurez pas euh, géré vos risques comme vous auriez pu le faire pour que l'organisation est évidemment à un risque, dépendant de l'ampleur de ce qui vous frappe. Fait que l'astuce là-dedans, puis comment contrer ça ou s'assurer de surveiller ces risques-là. Euh, on revient à la routine. C'est toujours tellement important en gouvernance, avoir la routine. Il y a tellement de choses que vous devez regarder, vérifier, penser à. Vous l'avez à votre calendrier, ça revient, vous avez votre discussion de 15-20 minutes au CA, au comité, au CA. Vous couvrez ça, vous en avez le cœur net et you sleep easy. Vous dormez tranquille, vous n'avez pas de cauchemar au sujet des choses que vous avez oubliées ou vous n'avez pas discuté. Puis l'impact avec ça, ben, c'est assurer la survie à long terme de l'organisation, la pérennité. Puis, je reviens encore, le niveau de diligence, le haut niveau de diligence que vous ayez comme dirigeant, comme administrateur, administrateur, vous avez apporté à l'organisation à travers la gestion des risques et des embûches possibles, puis de vos anglements. Pour faire écho directement à ce que tu viens de dire, Jerry, on a Agère dans le chat qui nous dit le plus grand risque est de ne pas gérer les risques. Voilà, j'ai souvent eu ça dans mes présentations. Merci, Ouais, hein? absolument. Très bien. Hey, gang, ça nous amène à la fin de notre séance de ce soir. Je prends 30 secondes et demie. Prochaine formation gratuite. La prochaine est le 3 février à 18h. Elle sera seulement en anglais. C'est rare qu'on fait des webinaires juste dans une des deux langues maintenant, mais celle-ci, notre invité spécial, ça va être Jim Brown, auteur de The Imperfect Board Member, qui va venir nous parler de 3 façons de prévenir que le CA devienne une distraction pour la direction générale. Donc, lundi, le 3 février à 18h. Et ensuite, le prochain après ça, ça va être mardi, le 18 février à 19h. Le thème va être « Je suis nouveau dans un conseil d'administration. Qu'est-ce que je dois savoir? » Donc, rejoignez-nous. Vous savez déjà où vous inscrire parce que vous vous êtes inscrit pour ce soir. Fait que les inscriptions pour ces webinaires-là se fait sur notre site web à discutus.com dans l'onglet formation gratuite
webinaire. Et je vous invite, avant de nous quitter, de nous résumer cette séance en un seul mot dans le chat, mais pas avant d'avoir dit merci à Jerry, notre super expert en gestion de risque. Merci de nous avoir guidés dans cette réflexion-là. C'est vraiment le fun de t'avoir avec nous en webinaire. Ça fait Ne plaisir. quittez pas, s'il vous plaît, sans mettre votre mot dans le chat. Résumez-moi ceci en un mot. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver et je vous dis, bien sûr, à la prochaine.